Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un livre qui a changé mon identité par rapport au multiculturalisme. C'est le livre de Mathieu Bocoté, un sociologue québécois qui est, je crois, bien connu dans la province du Québec. Donc, le titre du livre, c'est Le multiculturalisme comme religion politique. Alors, je vous lis les passages que j'ai trouvés les plus pertinents à travers ma lecture de ce livre-là, qui est d'ailleurs de 300, environ 335 pages. Ouais, 332 pages. Donc, on commence ça. Donc, il dit que le multiculturalisme est devenu une religion politique de notre temps, avec notamment la mondialisation. Ouais, on va trouver un passage, ok. Il parle de l'autorité, donc notamment depuis mai 68. Le fait déterminant est la chute de l'autorité, principalement de l'autorité qui s'exerce de personne à personne. Celle du professeur sur l'élève, du patron sur l'employé, du médecin sur le malade, de l'évêque sur le prêtre, du mari sur la femme, du père sur l'enfant. La démocratie, cantonnée jusque-là dans l'ordre politique, déborde et s'étend à toutes les relations qui structuraient la société par le principe d'autorité. Il dit donc qu'il y a une chute de l'autorité et on sous-entend ici que c'est quelque chose de négatif pour M. Bocoté. Euh, Gauchet, je sais pas vraiment c'est qui, mais il y a Mathieu Bocoté a cité Monsieur Gaucher ici. Il dit la démocratie radicalisée, pour ne pas dire la démocratie radicale, entendue comme le déploiement d'un égalitarisme social, culturel, identitaire, ne rendrait-elle pas la collectivité méconnaissable, incapable de se reconnaître un destin, d'agir dans l'histoire, d'assurer la préservation de la société en tant que réalité historique? Sur le multiculturalisme. Donc, ça fait réfléchir. On dit ici, par rapport encore au multiculturalisme, combattre le mal n'était-ce pas du même coup frapper le bien? S'attaquer à la source du cancer n'était-ce pas en même temps s'attaquer à la source de vie? Je ne sais pas si vous comprenez. Le mal étant, disons, le nationalisme. Donc, combattre le mal, qui est le nationalisme, n'était-ce pas du même coup frapper le bien, qui est encore le nationalisme? S'attaquer à la source du cancer, n'est-ce pas en même temps s'attaquer à la source de vie? C'est pertinent ça, là, mais c'est pas si pertinent que ça, en fait. La gauche doit s'émanciper du marxisme sans le renier, une entreprise qui s'échelonnera sur une vingtaine d'années et qui mobilisera ses principaux intellectuels dans un grand séminaire à ciel ouvert voué à la rénovation du progressisme. Le monde tel qu'il était et tel qu'il semblait devoir évoluer est brutalement contesté dans ses fondements. C'est de civilisation qu'on veut changer. Donc, il dit que c'est la civilisation qu'on veut changer. Pour mettre lentement mais sûrement une civilisation mondiale, en fait. Alors que le communisme est un contre-courant issu du développement même du monde bourgeois occidental, il s'agit dans l'extatisme d'un contre-courant venu de l'extérieur, mais happé et appelé de l'intérieur par les carences de l'Occident et qui s'oppose à l'occidentalité elle-même en ce qu'elle signifie activisme, dynamique, historique, technique, rationalité et rationalisme. Je pense que dans ce cas ici aussi, avec le communisme, on fait une certaine comparaison avec le multiculturalisme et, disons, le communisme culturel, qui fait en sorte qu'on ne prend aucunement en compte qu'il y a une culture majoritaire distincte sur l'histoire même d'une nation. La démocratie libérale que les marxistes assimilaient à une démocratie bourgeoise. Bon, je sais pas pourquoi j'avais souligné ça par exemple.
Un peuple de perdu, 10 de retrouvé, écrira Éric Conan, qui précise que la gauche se définira désormais par cet impératif dominant de la transgression obligatoire et radieuse. Un nouveau mal en viendra et surplomber tous les autres. Le racisme deviendra l'ennemi protéiforme contre lequel devraient se liguer les forces progressistes. Mais comme on le sait, certains progressistes traitent de racisme toute personne qui n'ont rien à voir avec les races. Je vais en profiter pour dire une petite pensée sur le racisme. Moi, je pense premièrement qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi le racisme et utilisent le racisme, le mot raciste envers quelqu'un, pour l'insulter ou peu importe, tandis qu'ils ne savent pas c'est quoi le racisme. Le racisme, la définition initiale, c'est de dire qu'il y a plusieurs races, premièrement, de dire qu'il y a des races, ok, et que certaines races sont supérieures à d'autres pour diverses raisons, et que, étant supérieures à d'autres, certaines races devraient être privilégiées sur d'autres races. C'est ça le racisme. Alors, quand, par exemple, on parle de nationalisme, qu'on protège une nation, par exemple, en disant certaines idées ou certains arguments pour protéger cette nation, et en ne ciblant aucunement un groupe ou des groupes spécifiques au niveau physiologique et biologique, c'est pas du racisme. Okay? Mais il y en a des vrais racistes. Là. Mais c'est juste qu'il faut vraiment se retourner à la définition même. Ouais, je pense que ça c'est pertinent comme petite affirmation, ce que je viens de dire. Ici, on refondera la citoyenneté occidentale en dépassant l'égalité de droit entre tous les citoyens pour envisager l'égalité entre les groupes, entre les inclus et les exclus, pour déconstruire les logiques discriminatoires visibles ou invisibles, en refusant systématiquement d'établir une norme qui s'impose à tous du centre de la société. La mutation antiraciste du socialisme mitterrandien après sa déroute économique. Le socialisme classique étant définitivement vaincu, la gauche devait clairement préciser son nouveau projet qu'elle associera à un programme de modernisation culturelle et identitaire des sociétés occidentales. Étrangement, on l'accusera souvent de représenter un virage à droite de la gauche européenne, dans la mesure où elle s'est ralliée pour l'essentiel à l'économie libérale et plus largement aux exigences de la mondialisation. Elle doit désormais se différencier... Oh, attendez. Les cyniques le diront peut-être autrement, dans la mesure où elle a rejoint globalement les exigences de l'économie libérale, elle doit désormais se différencier d'avec la droite sur les questions culturelles et sociales. Le partage des rôles sera désormais le suivant. La gauche sera désormais le parti de la modernisation pluraliste de la société occidentale, la droite celui de la crispation identitaire. En gros, ce que Bocoté nous dit dans le livre, c'est qu'on passe avec mai 68 d'une lutte des classes du marxisme à la politique des identités. La gauche aujourd'hui est passée de l'état socialiste à l'état diversitaire. On continue. Bon, il dit que le multiculturalisme est une certaine égalité indifférenciatrice moderne. L'histoire, en un mot, n'est pas une enquête neutre, elle est au cœur de la construction de la légitimité politique. Ça, je trouve que c'est pertinent. Donc, prendre compte de l'histoire d'une nation ou d'un pays, par exemple, sur la culture. Il dit que c'est pertinent de se rattacher à l'histoire, en fait. La mesure où la reconnaissance de l'horreur suprême dans l'Holocauste entraîne désormais chaque groupe victimisé à comparer ses malheurs avec ceux du peuple juif et à réclamer conséquemment une égalité de traitement symbolique. Bon, ça, je vais en profiter pour dire aussi une petite pensée là-dessus. Je me souviens plus qu'est-ce que je voulais dire, par exemple. Bon, peu importe. Écoutez,
Ça m'en reviendra peut-être. Il faut penser l'exclusion à partir du nazisme et faire de ce dernier le point d'aboutissement de toute exclusion. Ok, c'est ça. C'est que de plus en plus, surtout en Europe là, d'ailleurs, on réfère beaucoup au nazisme, à la Shoah quand c'est le temps de penser le nationalisme par exemple, ou l'immigration. Hein t'es nationaliste, tu es de droite, tu es même d'extrême droite, tu es même naziste. Donc, des choses de même, là, je parle comme ça. C'est vrai, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que souvent, on réfère souvent au nazisme pour penser, mais en réalité, ça l'empêche de penser. Donc, j'ai pas d'exemple vite de même, là, mais j'ai beaucoup vu ça, surtout en politique d'Europe. Puis là, ça semble venir tranquillement du côté-ci de l'Atlantique. Paul Yonnet notait d'ailleurs avec beaucoup de perspicacité que l'antiracisme avait principalement pour travail historique de déconstruire l'idée de continuité nationale. Euh, L'identité nationale française. Attendez, c'est qui. Ok, c'est le même. Paul Yonnet, il dit que l'identité nationale française se dissolve dans l'universalisme pluriethnique. Ok, elle oublie, j'en parlais de quoi ici? On parlait de la gauche multiculturelle. Oblige à l'homme, l'homme à l'arrachement, à l'ingratitude, le pousse à se délivrer de la tradition, à déconstruire l'idée même de durée civilisatrice. Ok, parfait. Ça, je vais pouvoir expliquer ça. Donc, ce qui est une des points, en fait, que Mathieu Bocoté explique pour décrire le multiculturalisme, c'est que la figure achevée de l'inversion du devoir d'intégration qui caractérise le multiculturalisme. Je vous explique. C'est que il explique effectivement qu'une tendance à ce que le multiculturalisme ne soit non seulement un pluriculturalisme, c'est-à-dire plusieurs cultures qui sont comme égales et qui puissent interagir ensemble en s'intégrant dans une nation. Mais c'est nous, Québécois, disons, judéo-chrétiens initial, qui doivent se conformer euh, lentement mais sûrement à ce multiculturalisme-là, c'est-à-dire à ces nouvelles cultures-là qui ne sont pas la culture, disons, majoritaire québécoise. Donc je ne sais pas si c'est clair. Et quand nous réfléchissons, la réalité, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que la réalité, ce n'est pas que, que tout le monde euh, doit s'intégrer au multiculturalisme. Mais on s'en va vers ça. Ok? La diversité surgit ainsi dans un climat de guerre civile. Je pense ici qu'on parle en France surtout. Là. Ce qui n'est pas faux. En tout cas, je pense qu'il y a un climat lentement mais sûrement une tendance de guerre civile en France, comme beaucoup d'intellectuels le pensent d'ailleurs. Autrement dit, ok. Bon, on parle de la théorie antidiscriminatoire. Elle présuppose qu'une société sans système d'exclusion serait nécessairement égalitaire, ce qui veut dire que chacun des groupes qui la composent serait représenté dans les institutions de manière exactement proportionnelle à sa présence dans la population. Pour reprendre les mots de la Commission québécoise des droits de la personne et de la jeunesse, s'il est un défi auquel sont confrontées toutes les commissions des droits de la personne, c'est la difficulté d'établir la preuve de la discrimination ethno-raciale dans un forum judiciaire étant donné son caractère indicieux et voileux. Donc on dit qu'on a une difficulté à trouver de la discrimination ethno-raciale. Un groupe qui ne parvient pas à s'intégrer à une nation n'en sera jamais responsable. C'est plutôt la structure sociale qu'il faudra remettre en question dans la mesure où cette dernière aura failli à tenir compte des traits spécifiques de ce groupe qui sera victime d'un système d'exclusion. Ça, c'est un autre fait, je crois, qui est de plus en plus présent à travers notre société.
En un mot, l'utopie diversitaire ne s'implante pas toute seule sans l'action intensive de l'État qui travaille à reconstruire la société à son image. On voit une comparaison avec le multiculturalisme et une utopie qui peut faire réfléchir. Euh, Selon moi, le multiculturalisme, c'est effectivement pas loin d'être une utopie. L'État pourrait, s'il le voulait, contribuer à réduire la fragmentation politico-identitaire de la société en mettant de l'avant des mesures qui poussent à la reconstitution d'un peuple oblitéré. Il ne veut pas, il veut même le contraire, il veut en fabriquer un nouveau. Donc, une citation de Bertolt Brecht. J'apprends que le gouvernement estime que le peuple a trahi la confiance du régime et devra travailler dur pour regagner la confiance des autorités. Dans ce cas, ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? Donc, c'est ce que finalement le gouvernement voudrait faire selon ce cher monsieur. De relire un autre peuple. Métaphoriquement, mais vous comprenez. La nation devra donc s'ouvrir à la diversité, même s'effacer devant elle. La société devant désormais se penser comme une constellation sans point fixe, ordonnant de manière autoritaire les identités et les représentations sociales. L'aplatissement historique de la communauté politique sans relief identitaire, la mise à niveau de toutes les communautés qui s'y trouvent, peu importe leur enracinement historique, serait la condition première d'une identité collective démocratique. Car l'idéal démocratique réinventé par la gauche post-marxiste devrait penser la société comme une pure construction artificielle centrée sur l'idéal d'une citoyenneté radicalement égalitaire. La nation n'a ni substance ni identité. C'est ce que Bocoté pense que le multiculturalisme essaie de faire. Ainsi, tout appel à une définition substantielle de la nation qui impliquerait une interprétation plus marquée entre culture et politique, entre nationalité et citoyenneté, serait à classer à l'extrême droite, à l'écart du consensus démocratique, et témoignerait d'une régression pétainiste. Ça, c'est très intéressant. C'est que on explique que l'extrême droite est de plus en plus facilement attribuable à des groupes nationalistes ou des penseurs nationalistes. Personnellement, c'est une opinion, ce que je vais vous dire, mais je trouve que de plus en plus l'extrême droite est facilement attribuable à certains groupes qui je juge qui ne seraient pas d'extrême droite. Et je rajouterais que, d'ailleurs, je vais sûrement le lire plus tard, que la droite, surtout celle du Québec, est comme la gauche aux États-Unis. C'est-à-dire que l'extrême droite, c'est la même chose. Hein? C'est que la droite se tosse de plus en plus vers la gauche au Québec. C'est ça que je veux dire. Donc, en conséquence, l'extrême droite est de plus en plus facilement attribuable et qui est d'ailleurs utilisée comme certaines insultes. Donc, je suis pas connaisseur de l'extrême droite. Là, je vais m'y mettre, mais je trouve que c'est touché d'un fois de traiter tout de suite quelqu'un d'extrême droite comme certains le font sur d'autres. On pourrait dire que le Canada trouverait son identité propre dans le fait de ne pas avoir d'identité nationale distinctive, John Ibbitson allant même jusqu'à affirmer que le génie propre à l'identité canadienne serait justement d'être porteuse d'aucune signification historique particulière. Le Canada était particulièrement adapté pour évoluer dans la mondialisation car il serait délivré de toute attache historique générant traditionnellement un réflexe de repli identitaire devant l'ouverture à l'autre. Le Canada sera finalement le premier pays à ne plus rien devoir aux passions mauvaises qui auraient jusqu'à présent traversé l'histoire humaine. Donc il explique que le Canada est assez compatible ou du moins permet une accessibilité au multiculturalisme et à la mondialisation assez facile, disons, par rapport à ce qu'elle, justement, pas vraiment d'identité distincte à travers le pays. Il ne faut donc plus intégrer les immigrés à la culture nationale, mais intégrer toute la société à une nouvelle culture des droits de l'homme post-traditionnelle et bien évidemment la majorité nationale sera la première à devoir se transformer en renonçant à se définir comme une culture de convergence.
Si la démocratie présuppose qu'il y a un sujet que l'on peut appeler peuple et que ce peuple est susceptible d'exprimer sa volonté, comment alors le définir et comment le reconnaître? La démocratie représentative qui présuppose, on le sait, une collectivité suffisamment cohérente pour que le commun prédomine dans la représentation sur le singulier. Le référendum est particulièrement congédié, ce serait l'instrument privilégié de la tyrannie de la majorité. On parle conséquemment d'une inflation des droits ou encore de la judiciarisation du politique. La souveraineté doit s'effacer devant la justice sociale multiculturelle. Il faudrait construire une nouvelle représentation de la collectivité véritablement inclusive et ensuite travailler à l'implanter en changeant les mentalités et les attitudes devant la diversité, ce qui passe souvent par un plaidoyer justifiant le passage de la tolérance à la reconnaissance. La réparation des offenses passe surtout par la révision du discours de la culture dominante, éradiquer le mépris, cela commence par la rectification de la vision des vainqueurs. Comprenez ceci. Ce n'est pas le moindre paradoxe de la culture libertaire qui a pris forme avec les Radical Sixties qu'elle ne peut s'édifier qu'à travers une reconstruction autoritaire de la société. La gauche européenne a entrepris une métamorphose qui l'a fait passer du tiers-mondisme au multiculturalisme avant d'aboutir dans une reconstruction de l'universalisme progressiste sous le signe d'un nouveau mondialisme dont nous sommes aujourd'hui les contemporains. Ça serait une phrase très significative par rapport à ce livre-là. Ok. Bon, là, il va falloir que je commence. Dans son ouvrage le plus célèbre, Francis Fukuyama a annoncé que l'histoire des hommes, d'un point de vue philosophique, avait connu son ultime dénouement et que la souveraineté nationale entraînerait nécessairement dans un long processus de relativisation la croissance de l'économie mondiale, le développement des technologies, la facilité du transport planétaire, contribuant à diluer significativement l'existence politique des nations. Ça aussi, ça fait réfléchir. Théorie de Fukuyama. Notre communauté de destin n'émerge nullement de notre passé qui la contredit, elle émerge à peine de notre présent parce que c'est notre futur qui nous l'impose. Le multiculturalisme encore. Le futur nous impose le multiculturalisme, entre guillemets. Le peuple à l'ancienne, avec sa communauté de mœurs et d'histoire, ne serait plus le peuple démocratique. Ce dernier serait le peuple refondé dans la diversité consacrée par le multiculturalisme. Le peuple à l'ancienne serait celui des populistes. Il fait appel y faire appel ou l'inviter à se relever en reprenant les droits qui étaient autrefois les siens consisterait à se rendre coupable d'un péché contre la nouvelle démocratie. On a vu plus haut le sort qui lui est réservé. Il faut le reconditionner et le rééduquer. C'est autre chose qu'une option politique que le petit peuple chercherait dans la conservatisme, c'est une bouée de sauvetage historique. Ça, c'est sa pensée sur le conservatisme. Le fascisme mobiliserait le ressentiment contre les processus d'émancipation activés par la modernité égalitaire. Toute critique de cette dernière révélerait une disposition favorable aux fascistes et la nécessité conséquente d'une actualisation de la lutte antifasciste par les groupes antifascistes, les antifas notamment. La mondialisation, l'immigration massive, la dissolution de la souveraineté de l'État et la déconstruction des formes sociales traditionnelles provoqueront dans les sociétés occidentales de nouvelles angoisses. Ce qui est une certaine évidence au niveau de la France, par exemple. Que la France a beaucoup d'angoisse par rapport à cette mondialisation, cette immigration massive et bien entendu ce multiculturalisme qui a permis tout ça. Le conservatisme culturel des classes populaires serait une forme d'idéologie compensatoire pour se mettre à l'abri d'un progrès qu'elles ne parviendraient pas à maîtriser et qui fragiliserait leur position sociale en relativisant les mœurs dominantes. On achève. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ouais, je crois que c'est pas mal ça que j'avais souligné.
qui était le plus important. Donc, je vais résumer. C'est que finalement, ce que Bocoté nous explique, Mathieu Bocoté, c'est que depuis mai 68 en France, euh, euh, avec les révolutions notamment du marxiste, c'était quand même durant la guerre froide. Le marxiste est devenu le post-marxiste aujourd'hui. Luttait pour la lutte des classes, mais lutte de plus en plus pour le multiculturalisme que de ce que j'ai compris, Mathieu Bocoté explique le plus spécifiquement de ces deux manières. La première, c'est que premièrement, ça nous ne prend pas en compte que nous avons une histoire et une identité propre à chacun dans une nation, le multiculturalisme, et qu'il y avait bon, des effets néfastes à ça. Et que c'était un certain communisme multiculturel. Euh, euh, c'est un certain communisme culturel, c'est-à-dire le multiculturalisme. Et comme que j'ai dit tantôt, c'est que le multiculturalisme est rendu que c'est pas seulement disons la relation entre plusieurs cultures dans une propre nation, mais c'est les genres de culture majoritaire et d'identité propre à l'histoire même de la nation doivent se conformer aux nouvelles cultures qui viennent sur le territoire, et ce, de plus en plus. Alors, je pense que c'est une réalité qui est de plus en plus présente. C'est pourquoi je crois que le multiculturalisme n'est pas la meilleure option pour le Québec. Alors, je conclurai là-dessus en disant que les trois modèles principaux qu'on nous présente sont les suivants: le multiculturalisme, l'interculturalisme ou le nationalisme. D'accord? Et le multiculturalisme, comme je viens de vous dire, écoutez, parfois c'est probablement que vous n'avez pas compris tout ce que j'ai lu, là, mais vous avez compris au moins une partie de ce que j'ai lu. Le multiculturalisme comme religion politique est un livre que je juge très pertinent pour comprendre qu'est-ce que le multiculturalisme. Et même, je dirais d'ailleurs, si tu n'as pas lu ce livre-là, ou il y a certainement d'autres livres sur le multiculturalisme, mais le multiculturalisme, ça fait partie je dirais, des concepts euh, qui, euh, qui, qui de base, quand on ne le connaît pas, semble moralement acceptable, voire moralement bien, au sens même de l'éthique. Mais quand on en lit plus profondément, il est en réalité un petit peu plus néfaste et paradoxal que nous le pensons, puisque je pense que l'histoire est à prendre en compte aussi la culture majoritaire d'une nation. Donc le multiculturalisme pour le Québec serait selon moi à rejeter. Après, nous avons euh, l'interculturalisme. L'interculturalisme, je pense que c'est le meilleur concept pour définir notre réalité et qui est le plus légitime pour la nation québécoise, puisque donc on prend en compte la culture majoritaire et celle minoritaire, et on sait aussi que dans l'interculturalisme, il se forme beaucoup moins de ghettos et de divisions culturelles à travers une nation, ce qui est effectivement plus positif. Alors l'interculturalisme serait le meilleur concept pour le Québec, pour la culture selon moi. Pour ce qui est du nationalisme, il est intéressant le nationalisme, mais le nationalisme c'est un peu comme le communisme dans le sens que euh, oui, dans le nationalisme, on ne dit pas que le nationalisme fait haïr les autres pays, par exemple, mais en regardant l'histoire, pratiquement, en tout cas pas pratiquement toutes, mais beaucoup de nationalisme ont fait en sorte qu'il y ait, qu'on contribue à ce qu'il y ait de l'angoisse, de la haine, de la violence et même des guerres. Alors, dans l'histoire, le nationalisme a créé beaucoup de guerres. Alors, est-ce la définition du nationalisme le problème ou l'interprétation que les hommes en ont créée? C'est la question à se poser. Sauf que, à quelque part, peut-être qu'il n'est pas possible
c'est une question, là, une hypothèse, c'est peut-être qu'il n'est pas possible pour les nationalistes de pouvoir aimer leur nation sans, disons, haïr les autres nations et, et à la limite créer des guerres. Donc le nationalisme est sans aucun doute plus dangereux que l'interculturalisme, c'est ça que je veux dire. Donc présentement, je suis encore en réflexion sur ce concept qui est le nationalisme. Alors c'est à vous de réfléchir, mais je connais présentement plus le multiculturalisme et l'interculturalisme. Je suis interculturaliste, on veut dire entre guillemets, là. C'est-à-dire que je suis pour l'interculturalisme, mais le nationalisme est à réfléchir. Mais c'est certain que si on veut être nationaliste, il est préférable justement d'avoir un nationaliste pour une nation commune dans notre territoire, mais essayer justement que ça ne vire pas vers la haine et l'extrême droite, bien entendu. Alors, c'est ce que je dirais sur la philosophie politique, si on veut dire la science politique, qui est pour l'identité culturelle de mon parcours de vie que je vous amène ici aujourd'hui. Alors, merci de votre écoute. J'espère que ça a été clair ou que ça vous a peut-être aidé pour créer votre identité politique. Alors, pour la réalité de la province du Québec. Alors, merci de m'avoir écouté. Ça fait quand même une demi-heure et 31 minutes et demie que je parle. Alors, je vais m'arrêter exactement à ce temps. Merci pour votre écoute.